problématique que nous rencontrons aujourd'hui, elle vient du continent, elle vient de notre pays aussi, de la Guinée. Et comme vous devez savoir que si moi j'ai été fort interpellé, c'est parce que débarqué en Belgique, après la Syrie, qui est un pays en guerre, après l'Afghanistan, qui est un pays en guerre, le troisième pays demandeur d'asile, c'est la Guinée. Alors évidemment, c'est interpellant. C'est interpellant de se dire comment ça se fait que ce pays, qui a un potentiel si colossal, et souvent on dit, ah, mais la Guinée, c'est la première réserve mondiale de bauxite, c'est la deuxième réserve mondiale de fer, on a de l'or qu'on n'a jamais exploité, du diamant, du pétrole jamais touché, vous jetez une banane, t'as 10 000 tonnes qui poussent. Et puis finalement, on se rend compte en fait que toute sa jeunesse aujourd'hui, ben, elle n'a aucun espoir. Toute cette jeunesse qui est là aujourd'hui, et malgré toute cette grande richesse, toute cette politique qu'on entend souvent, on a X milliards pour tel projet, mais in fine, on se rend compte en fait, qu'il n'y a aucun impact sur en fait, la vraie force et la vraie richesse de ce continent. C'est pas tout ce que je viens de vous citer là. Sa vraie force et sa vraie richesse, ben, c'est cette jeunesse, c'est vous. Et donc, c'est vous le futur. Et donc, effectivement, tout le travail que nous devons mettre en place, ben, c'est de permettre à toute cette génération d'avoir une perspective d'avenir. Aujourd'hui, tout le monde pense que l'Europe, c'est comme à l'époque, on allait aux États-Unis chercher de l'or. Ben, on pense que c'est ça, en fait, l'Europe. Mais je pense que c'est loin d'être ça. Et je pense que c'est pour ça aussi, j'ai aussi une responsabilité, moi, par rapport à ça. Et avant de commencer, je vais commencer par me présenter, parce que beaucoup de gens connaissent Béa Diallo. Vous m'avez vu quand vous étiez peut-être tout petit, vous étiez très très petit comme boxeur sur le ring de boxe. Vous m'avez vu lever ma ceinture, le drapeau guinéen. Mais au-delà de ça, je pense que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Alors, moi je suis un enfant qui suis né au Libéria. Mon père était diplomate à l'époque de Lansana Sékou Touré. Excusez-moi, c'était pas Lansana. J'ai été l'homonyme de Lansana Béavogui. Je suis né au Libéria, j'ai grandi à Paris. Je suis arrivé très jeune à Paris, à l'âge de 4-5 ans. Je suis revenu en Guinée. Et puis après, je suis reparti effectivement de nouveau en France, où j'ai fini tout mon cursus scolaire au niveau des études primaires. Et puis je suis arrivé en Belgique. J'avais l'âge de 15 ans. Mais avant d'arriver en Belgique, j'ai une histoire assez compliquée parce que j'étais un jeune très révolté. Quand je dis révolté, parce que je ne n'arrivais pas à comprendre la dimension qui était la différence que les gens faisaient. Donc en France, dans les années 80, il y avait une montée très très forte d'un parti politique qui s'appelait le Front National, qui existe encore aujourd'hui, puisqu'il revient en force avec la fille. Maintenant, à l'époque, c'est Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est devenu la fille, Marine Le Pen. Et donc, il y avait vraiment une tension qui était très très forte à l'époque à Paris. Et évidemment, cette tension se reflétait indirectement sur toute la discrimination qu'on pouvait ressentir. Et quand moi j'étais plus jeune, j'étais enfant, j'arrivais pas à comprendre ça. Et j'étais très militant. Et un jour, avec des amis, on revenait d'un concert. On s'est fait agresser par des skins, des blancs, qui ont tabassé tout le monde. Moi, j'ai réussi à m'enfuir. J'avais 11 ans. Et puis, je me suis retrouvé à l'hôpital avec mon meilleur ami. Et mon meilleur ami, il était paralysé, avec un œil en moins. Alors quand vous avez 11 ans, vous voyez ça, vous ne pouvez pas comprendre. Et le seul mode d'expression que j'avais, ben, je suis devenu un garçon très violent. Mais vous ne pouvez pas parler. Dès que vous me regardez, j'avais envie de vous taper dessus. Et donc c'est très évidemment difficile. J'ai eu la chance d'arriver en Belgique, où j'ai rencontré effectivement un environnement moins hostile, où j'ai rencontré aussi des amis, et j'ai eu la chance de rencontrer surtout la boxe, qui était un sport qui m'a permis de canaliser toute mon énergie négative en énergie positive. Donc c'est-à-dire que plutôt qu'agresser les gens, j'étais sur un ring de boxe avec des codes. Et ces codes-là, ben, c'est effectivement les mêmes codes que dans la vie de tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as envie d'être fort sur un ring de boxe, ben, il faut t'entraîner. Tu as des adversaires en face de toi. Cet adversaire, il est entraîné comme toi, il est préparé comme toi, et il y a des règles. Et les règles, il faut arriver à les respecter. Et donc toute cette vision de combat que j'ai toujours eu sur le ring de boxe, j'essaie de transposer dans la vie de tous les jours, en me disant en fait, plutôt qu'essayer de dire que tout le monde est raciste et tout le monde est méchant, en fait essaye de montrer à tous ceux qui disent que tu n'es pas bon parce que tu es noir, parce que tu es différent, essaye de leur montrer que tu es beaucoup plus fort que ça et que tu peux devenir quelqu'un.
Et donc j'ai toujours eu ce leitmotiv de me dire, moi j'ai une détermination, et cette détermination c'est de montrer à tout le monde que je peux réussir, et que le mur qui est devant moi là, je vais essayer de le traverser 20 fois. Je ne vais pas y arriver. Mais la 21e fois, je passerai à travers parce que ma détermination est plus forte que tout. Et cette détermination, en fait, c'était celle qui m'a conduit à être l'homme que je suis aujourd'hui, à travers l'éducation aussi que j'ai reçue de mes parents. Et j'ai la chance, effectivement, de faire un cursus universitaire, finir mes études, d'avoir mon baccalauréat, de rentrer à l'université, d'être un boxeur pas mauvais, mais pas nécessairement un grand champion, parce que je n'étais pas un très très grand fan de l'entraînement. Je pensais que la boxe, c'est juste aller sur le ring de boxe et se taper dessus. Et donc j'ai fait le choix de faire des études, en devenant aussi boxeur professionnel. J'ai fini mon cursus universitaire tout en boxant. Je perdais des combats, je gagnais des combats, je perdais des combats, je gagnais des combats. Et puis je m'entraînais que 2 fois par semaine, je n'étais pas un vrai professionnel. Et quand j'ai fini mes études, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un potentiel, puisque j'avais boxé des personnes que j'avais réussi à battre, mais qui eux ne faisaient que de la boxe tous les jours et étaient devenus des champions. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais un potentiel et que ce potentiel-là, je voulais le mettre au service de mon pays d'origine pour justement faire connaître la Guinée. Parce que je me rendais compte en fait que partout où j'allais, je disais la Guinée, on me citait toutes les Guinées, mais pas la Guinée Conakry, on ne connaissait pas, surtout en Belgique plus particulièrement. Et donc je me suis dit, il faut arriver à faire connaître ce pays. Le seul moyen de faire connaître ce pays, c'est de devenir un champion. Et le seul objectif pour moi d'être champion, c'était ça. J'ai créé mon entreprise. J'avais mon entreprise qui marchait très très bien, donc j'avais très bien ma vie. Mais je me suis dit, ben voilà, toutes les personnes qui m'ont battu quand j'étais étudiant et qu'eux étaient boxeurs professionnels, ben je vais les reprendre et je vais essayer de les battre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai refait mon parcours à l'envers. Et puis j'ai commencé à gagner mes combats. Et à chaque fois que je boxais, je levais l'hymne national belge et je levais l'hymne national guinéen avec le drapeau qui allait avec, parce que j'estimais effectivement que la Belgique, mon pays d'adoption, m'a permis de devenir le sportif que j'étais, m'a permis de devenir effectivement l'homme qui a pu faire des études et devenir quelqu'un, mais en même temps je disais que j'avais un devoir par rapport à mon pays d'origine et à la Guinée en particulier. Donc j'ai décidé de dédier toutes les victoires que je menais à ce pays-là pour pouvoir le faire connaître à travers le monde. Et donc tout ce combat effectivement que j'ai mené, c'était un seul objectif, c'était que j'avais découvert ce pays en étant étudiant, et je m'étais rendu compte que ce pays avait un potentiel extraordinaire, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux contribuer justement à son développement? Comment est-ce que je peux venir dans ce pays pour permettre à toute cette génération, en accompagnant évidemment toutes les politiques qui étaient mises en place, pour développer l'économie locale, pour permettre de développer effectivement tout un système qui permettrait à tous ces étudiants qui étudient, mais qui malheureusement pensent que quand ils ont fini leur étude, le seul moyen de trouver du travail, c'est de rentrer dans la fonction publique. Malheureusement, il n'y a pas que du travail dans la fonction publique. Et puis à côté de ça, il y a des jeunes qui n'ont pas la possibilité de faire des études. Et donc tous ces jeunes qui n'avaient pas la possibilité de faire des études, il fallait aussi mettre une dynamique en place pour les former, leur donner la possibilité d'avoir une main-d'œuvre qualifiée qui pourrait aussi être effectivement une perspective de revenus réels dans le pays d'origine. Ça a été mon leitmotiv et mon combat que j'ai mené pendant plusieurs années. Mais malheureusement, j'ai été souvent confronté à une chose, c'est que moi je suis venu ici pour accompagner une dynamique collective et non une dynamique individuelle. Et cette dynamique individuelle, malheureusement, c'est le cancer de notre pays, c'est le cancer de l'Afrique, c'est la corruption. Et donc partout où vous allez, la première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que moi je gagne. Donc il n'y a pas d'intérêt collectif, il y a toujours des intérêts individuels. Et j'ai toujours refusé de rentrer dans cette logique-là. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, je suis encore là, mais à côté de ça, je n'ai jamais accepté d'être avec qui que ce soit au niveau politique pour pouvoir travailler avec qui que ce soit au niveau politique. C'est pour ça que vous n'entendez rien de moi ici en Guinée, que du contraire, quand j'essaie de mener des projets, ce sont des projets qui sont à dimension humanitaire et à dimension surtout sociale. Mais évidemment, on ne peut pas faire de l'humanitaire sans avoir les moyens. Et le seul moyen de pouvoir soutenir l'humanitaire, c'est de développer l'économie. Il faut avoir de l'économie, il faut avoir des moyens pour pouvoir développer cela. Et donc, toute la structuration et l'approche que nous avons eue, c'était ça. Et aujourd'hui, évidemment, en étant au Parlement en Belgique, en étant élu local depuis maintenant 12 ans, au Parlement depuis 3 mandats, c'est-à-dire mon dernier mandat, parce que je pense qu'il faut aussi à un moment donné se dire il faut laisser la place aux autres. Parce que je pense qu'on reproche moins à l'Afrique de faire des mandats trop longtemps.
mais en Europe, on ne donne pas nécessairement l'exemple. Et donc, moi, j'ai envie d'être dans cette logique-là, effectivement, dans une dynamique où il faut effectivement avoir un esprit collectif, un esprit de partage. Et aujourd'hui, je viens vous voir parce que je suis sidéré depuis plusieurs années. J'ai fait beaucoup d'interpellations, j'ai fait beaucoup d'écrits sur la problématique de l'immigration. Et j'ai fait plusieurs thèses aussi en disant, plutôt que se battre pour mettre des murs et empêcher les gens de venir, qui n'arrêteront pas de venir. C'est impossible. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez qu'au mur, les gens n'arrêteront pas de venir. Qu'est-ce qu'il y a de pire que l'Atlantique? Qu'est-ce qu'il y a de pire que la mer? Il n'y a pas un autre mur plus dangereux que la mer. Malgré ça, les gens le prennent et ils y vont. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Parce qu'ils pensent que de l'autre côté, effectivement, ils pourront trouver un monde meilleur. Et donc, c'est cette dynamique-là, maintenant, aujourd'hui, à travers le RMGL, que j'ai envie de mettre en place. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Guinéens à l'extérieur. Des Guinéens qui ont réussi, des Guinéens qui font semblant d'avoir réussi, qui vous font croire que tout est beau, tout est magnifique, alors qu'ils souffrent là-bas tous les jours. Des Africains qui sont dans la rue, des Africains qui meurent en hiver parce qu'il fait froid. Et donc, tout ça aussi, il faut le savoir. Et il faut surtout savoir aujourd'hui qu'en Occident, on n'a plus envie de donner les papiers. On n'a plus envie d'accueillir, effectivement, j'irais, le monde entier, et l'Afrique en particulier, puisque c'est des pays où il n'y a pas nécessairement ce qu'on appelle la guerre, mais par contre, il y a effectivement un problème économique. Et tant que les entreprises qui viennent ici en Afrique n'auront pas compris que la plus-value qu'ils peuvent mettre en place, c'est de permettre effectivement à toute cette génération de profiter du développement de l'Afrique. On dit souvent à l'Afrique, ouais, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir demain, l'Afrique. Oui, ok, est-ce que cet avenir va profiter à nos enfants? Est-ce que cet avenir va profiter aux Africains? C'est ça le vrai combat aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'essaie de mener, effectivement. Je ne fais pas faire de dualité entre l'Occident et l'Afrique, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Occident, on a besoin de l'Occident, mais l'Occident a besoin de l'Afrique. Et pour ça, il faut qu'on puisse travailler main dans la main, où tout le monde peut gagner, tout le monde peut se retrouver. Et donc, dans la dynamique, effectivement, de travail que nous essayons de mettre en place, nous, à travers le RMGL, c'est de vous dire, aujourd'hui, moi, je viens en Guinée, parce que je me dis, le gouvernement, en fait, a misé sur une chose, c'est de dire, on a beaucoup de matières premières, et cette matière première-là, il faut qu'on la vende. Mais si on la vend, elle ne crée pas nécessairement de travail pour nos enfants. Alors qu'on a un potentiel agricole qui est colossal, on a un potentiel d'entrepreneuriat ici au niveau local. Si on forme les jeunes à devenir eux-mêmes entrepreneurs, plutôt qu'attendre que ce soit d'autres qui viennent de l'extérieur, qui viennent avec effectivement un savoir-faire et dire voilà, on va créer de l'emploi, mais que cet emploi ne bénéficie pas spécifiquement aux Guinéens, c'est pas normal. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là aussi qu'on doit travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe? Aujourd'hui en Europe et en Belgique plus particulièrement, on rapatrie presque tous les jours des Guinéens, des Sénégalais, des Maliens, parce que ce sont des pays qui sont censés être des pays effectivement stables au niveau, en tout cas, de la politique qui est mise en place. C'est ce qu'on dit. Alors, moi je ne veux pas rentrer dans les histoires politiques. La seule chose que je dis, simplement aujourd'hui, c'est que les gens ne viennent pas parce qu'il y a des problèmes politiques. Les gens viennent parce que les politiques ne s'occupent pas d'eux, parce que les politiques ne leur permettent pas effectivement d'avoir une perspective d'avenir. Et c'est pour ça que les gens fuient. Les gens ne fuient pas parce qu'il y a une dualité, parce qu'il y a des guerres chez nous. Ils fuient parce qu'il n'y a pas ces moyens-là. Donc l'Europe aujourd'hui doit comprendre que si elle a envie de miser sur quelque chose, elle doit miser sur cette jeunesse-là. Elle doit miser directement sur la jeunesse, sans passer par effectivement une structure d'État qui est hyper compliquée, parce que vous savez, quand l'argent arrive là-bas, avant qu'il vous arrive à vous, il ne restera plus rien. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler directement avec les municipalités, avec les localités. Et donc l'idée du projet que nous avons ici, c'est de pouvoir décentraliser nos projets en mettant en place des partenariats, des jumelages avec des communes européennes qui, elles, effectivement, ont cette compétence, cette proximité avec les gens, qui, elles, pourront effectivement venir travailler avec vous, avec un accompagnement structurel, avec leur savoir-faire, qui pourront vous donner une véritable formation, un véritable accompagnement dans ce qu'on peut appeler, effectivement, celui qui entreprend. Entreprendre, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est important en Guinée. Et vous qui êtes aujourd'hui à l'université, qui avez la chance d'étudier, mais vous devez être ces futurs entrepreneurs. La fonction publique, c'est une chose, mais vous savez très bien qu'elle est saturée. Et puis pour rentrer dedans, c'est pas facile. Et donc je pense aussi que vous devez réfléchir à des projets. Si vous avez des projets par rapport à votre pays
en termes d'agriculture, en termes d'élevage, en termes de pêche, dans tous ces domaines-là, en termes de construction, dans tous ces domaines-là, effectivement, aujourd'hui, je pense que ce sont vraiment des domaines dans lesquels vous devez avoir une maîtrise. Parce qu'on fait appel tout le temps à des compétences extérieures. Parce que malheureusement, effectivement, vous n'avez pas travaillé ces filières-là. Et ces filières-là, ce sont des filières qui sont effectivement les filières qui vont vous permettre d'avoir des revenus réels, de pouvoir créer de l'emploi, de pouvoir créer de la plus-value. Et il faut se concentrer là-dessus, mes frères. Il faut vraiment vous concentrer là-dessus parce que c'est vraiment ça le véritable avenir. Moi, j'ai fait sciences économiques. J'ai jamais travaillé dans le domaine. Si, ça m'a apporté, évidemment. J'ai fait marketing et communication. Ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous parler. Ça me permet aujourd'hui de pouvoir... Mais mon domaine à moi, dans lequel j'ai vraiment fonctionné, j'ai pu développer effectivement mon entreprise, oui, ça m'a servi. Mais à côté de ça, j'ai démultiplié évidemment mon savoir. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être effectivement l'homme que je suis, à côté de toutes les entreprises que j'ai pu mettre en place. À côté de l'entreprise, j'ai vendu une des plus grandes entreprises en Belgique avec plus de 500 personnes. Mais c'est colossal pour une personne qui est venue d'Afrique et qui, in fine, a eu qu'un seul life motive, c'était de dire il faut que je traverse le mur et ce mur, je l'ai traversé, j'ai montré l'exemple. Mais cette exemplarité-là que j'ai pu montrer, c'est avec la sueur et avec beaucoup de difficultés, beaucoup plus de difficultés effectivement qu'un autre taux. Il y a des études qui viennent de sortir en Belgique récemment où on se rend compte en fait que les Africains, les ascendants, donc afro-ascendants en Belgique aujourd'hui, sont la communauté la plus discriminée en termes d'emploi. Vous devez savoir qu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, mais ils ont un taux de chômage 4 fois plus élevé qu'un belgo-belge. Et vous devez savoir aussi, ce sont, en termes de communauté, ce sont les plus qualifiés parce que 60% de ces afro-ascendants ou des Africains qui sont en Belgique sont des universitaires, donc ce sont des gens qui sont hyper qualifiés. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à trouver de travail. Donc c'est pour vous dire que non seulement c'est difficile pour ceux qui sont nés là-bas ou qui sont là depuis des années et qui ont étudié, mais en plus de ça, vous imaginez si vous arrivez comme migrant pour chercher du papier et chercher du travail, c'est encore plus difficile. Le taux de chômage à Bruxelles, chez les jeunes, c'est une catastrophe. C'est un combat qu'on mène depuis plusieurs années, on a réussi à le maîtriser plus ou moins, et vous arrivez dans des quartiers dits à discrimination positive, ça veut dire où il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère. La première communauté d'origine étrangère, ce sont les Maghrébins, les Marocains. Eh bien, vous avez un taux de chômage de 60, 70%, 70%, excusez-moi, je parle comme un Belge. 70%, c'est colossal. Et à un moment donné, la région s'est rendue compte que c'est une bombe atomique, il fallait effectivement s'occuper de ces jeunes. Et aujourd'hui, je pense que l'État guinéen aussi a compris qu'il fallait s'occuper de nos jeunes. Parce que nos jeunes partent, mais nos jeunes surtout, aujourd'hui, le fait qu'ils n'aient pas de travail, ben, ils errent. Et ça pose énormément de problèmes. Et donc moi, vraiment, je vous encourage tous et toutes à parler d'une seule voix et à vous dire que la force, c'est vous, vous ne devez pas être divisés. Vous êtes cet avenir-là et c'est vous qui devez faire avancer et faire bouger les choses. Alors, quand je dis d'avancer et faire bouger les choses, c'est croire en votre avenir, les gars. C'est vous dire que c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. C'est difficile, mais c'est possible. Et pour que ça soit possible, il faut que vous fassiez comprendre aussi effectivement à vos aînés et au gouvernement que vous êtes l'avenir et qu'ils doivent effectivement miser sur vous. Aujourd'hui, il y a tout un plan d'action qui est mis en place pour miser sur la jeunesse guinéenne, mais il faut que ça profite réellement, parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais cet argent-là, il doit venir directement et impacter directement sur cette jeunesse-là. Si je suis aussi ici, c'est parce qu'on a mis en place ce réseau. Et moi, j'ai réussi à structurer un peu la diaspora qui est en Belgique, la diaspora qui est en France, la diaspora qui est aux États-Unis, en leur disant, on a une force, et cette force-là, c'est qu'on est nombreux à l'extérieur. Mais malheureusement, on ne contribue pas nécessairement au développement économique du pays, puisqu'on envoie de l'argent, mais cet argent-là ne permet pas de créer de l'emploi. Cet argent-là ne permet pas de mettre en place des dynamiques entrepreneuriales. Et donc, essayons de nous structurer, de nous organiser, pour que l'argent que nous envoyons permette à ces Guinéens, non pas d'attendre l'argent pour aller acheter à manger, mais de prendre cet argent pour pouvoir aller pêcher tous les jours et manger sans qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils mangent. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on est aujourd'hui. Et je voudrais aussi passer évidemment un message
Et ce message, c'est de dire que, évidemment, quand je vous parle de l'immigration, vous me dites, ouais, mais lui, il a facile, hein, il est en Belgique, il a réussi, etc., etc. Il vient nous dire de ne pas aller en Europe, que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il nous parle? On voit d'autres gars là, qui reviennent, qui sont partis il n'y a pas longtemps, là, qui étaient des clochards, qui n'ont même pas étudié, et puis qui ont construit une maison pour leur mère, là, qui ont construit un truc. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison quand vous me dites ça. Mais en même temps, vous devez savoir comment est-ce que ces gars gagnent leur vie. La majorité de ces mecs-là qui arrivent en Belgique, il y en a beaucoup qui sont dans le trafic de drogue. Il y en a beaucoup aujourd'hui, moi j'ai honte parce que quand j'étais en Belgique, on me disait waouh, on est fiers de votre communauté. Les Guinéens, c'est vraiment une communauté extraordinaire. Aujourd'hui, les Guinéens, ce sont aussi devenus aussi des trafiquants de drogue. En Allemagne, il y en a plein qui sont emprisonnés. En Belgique, il y en a quelques-uns qui sont en prison. En France, il y en a quelques-uns qui sont en prison. Parce que le désespoir pousse à ça. C'est quand on arrive en Europe et qu'on n'arrive à rien trouver, à un moment donné, on se fait récupérer effectivement par cette mafia qui existe. Et on se sert de ces jeunes pour que ces jeunes deviennent des trafiquants de drogue. Et puis après, c'est ces mêmes jeunes qu'on renvoie ici. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à réguler l'immigration, mais qu'on permette aussi à des personnes comme vous qui avez fait des études, ben, une fois que vous avez fini vos études, vous avez envie d'aller en Europe, renforcer vos capacités, ben, que vous puissiez aussi y arriver. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Pourquoi? Et c'est difficile de l'autre côté d'accepter. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont, automatiquement, ils demandent l'asile politique. Et donc les Belges, les Français, etc., pour obtenir le visa pour vous, ça devient super compliqué. Donc il faut qu'on arrive à réguler ça aussi, pour permettre à des personnes comme vous d'aller encore mieux apprendre, de revenir pour pouvoir servir le pays d'origine. Et voilà, donc moi je suis vraiment, je dirais, très optimiste. J'ai jamais pensé un jour devenir champion de boxe, j'ai jamais pensé un jour devenir champion du monde, j'ai jamais pensé un jour devenir chef d'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, toute cette dynamique-là, par rapport au fait de croire toujours en son étoile, elle m'a permis d'être l'homme que je suis et de vous parler aujourd'hui, et d'être le Béa Diallo que je suis. Et d'être surtout très fier, et je vous dis une chose, je suis vraiment très fier, vraiment, des jeunes Guinéens. Parce que je me rends compte aussi que malgré que tous ceux qui ont envie de partir, il y en a d'autres qui disent, nous on n'a pas envie de partir, on veut rester ici. Mais permettez-nous de rester ici, donnez-nous les moyens de pouvoir rester ici. Donnez-nous les moyens de pouvoir avoir une perspective d'avenir. Donnez-nous les moyens de pouvoir rêver. Donnez-nous les moyens de pouvoir nous dire aussi, tous ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont proches du pouvoir. Tous ceux qui ont l'argent, c'est seulement les enfants de X ou de Y. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique où on encourage, non pas la méritocratie, mais on encourage la médiocratie en Guinée. Et ça, c'est quelque chose qui me va très très loin, parce que je me rends compte effectivement qu'il y a beaucoup de gens compétents qu'on a laissés sur le côté, et qu'il y a beaucoup de médiocres effectivement qu'on a mis en avant, qui aujourd'hui dirigent le pays indirectement. Et donc voilà, je veux vraiment vous dire une chose aujourd'hui, c'est que j'ai envie de travailler avec vous, vous les jeunes. J'ai envie de travailler avec les femmes, parce que je pense que les femmes, c'est une force pour un pays, c'est une force pour un continent, et il faut vraiment se servir aussi de cette force vive. Parce que quand on voit en termes d'entrepreneuriat aujourd'hui, dès qu'on donne effectivement un peu de moyens aux femmes, ben, elles arrivent effectivement à développer vraiment une économie et à permettre à des familles de pouvoir vivre. Et je dirais aussi, pour terminer, comme disait Martin Luther King, I have a dream, puisqu'on est dans l'université américaine, I have a dream, j'ai un rêve. Et ce rêve, c'est que un jour, nous les Africains, vous qui êtes ici, vous ayez envie d'aller en Europe, c'est-à-dire comme les Européens viennent ici, c'est-à-dire venir en vacances et rentrer chez vous parce que vous avez un travail, vous avez des familles qui vous attendent et que tout simplement vous reviendrez parce que effectivement